attendre que tout le monde se connecte. Alors, on a les participants qui commencent à arriver. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous pouvez nous le dire dans le chat s'il y a un petit souci sur le son. On va attendre encore une petite minute que tout le monde se connecte. Hop. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On démarre à quoi? À 11h03, Non, on va attendre, là, on démarre d'ici quelques minutes. une petite minute, ouais. Oui, il y aura un replay, il y aura un replay, ouais. Allez, on va démarrer. Il y aura un replay. Vous pourrez évidemment recevoir la présentation à l'issue de ce webinaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on va parler ensemble de la partie vraiment acquisition et des 5 erreurs qui empêchent les TPE et PME de décoller commercialement. Et on espère pouvoir vous donner pas mal de tips à mettre en place pour faire évoluer votre acquisition et répondre à vos questions. Dans l'idée, on répond souvent à la fin aux questions, mais on s'est dit avec Marc que ce serait peut-être plus fluide si on répondait à vos questions au fur et à mesure. Donc, on essaiera de les prendre tant que possible pendant la présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Tatiana Godert, je suis directrice de Neo Camino et je suis accompagnée de Marc aujourd'hui, qui est directeur commercial et qui va pouvoir justement nous en dire beaucoup plus sur les différentes stratégies qu'il a pu voir et mettre en place avec nos clients. Bonjour à tous. Je me présente rapidement, Tat, ouais. Donc, chez Neo Camino, on a mis en place tout le processus commercial que je vais pouvoir vous partager et qui travaille vraiment en lien avec le marketing, qui permet d'avoir, du coup, des contacts qualifiés, comment les traiter, quelles sont les meilleures stratégies. C'est tout ce qu'on va vous, du coup, vous partager, aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je fais une rapide présentation de Neo Camino. Donc, Neo Camino, c'est une entreprise qui existe depuis 2012 et qui a pour objectif d'accompagner la croissance et le développement des TPE et des PME. Donc, on travaille beaucoup avec les dirigeants de TPE et PME et aussi leurs équipes, que ce soit les équipes marketing ou les équipes commerciales. Aujourd'hui, on les accompagne sur 3 piliers pour nous de l'acquisition qui vont ensemble et qui sont nécessaires pour la réussite de cette acquisition. Donc, on intervient en premier lieu sur la partie stratégie et conseil, qui est vraiment le socle, en tout cas, de la réflexion qu'on va pouvoir mener et développer par la suite sur l'acquisition. Le deuxième pan, c'est la partie génération de business. Donc, c'est tout simplement la mise en place du plan d'action qui émane de nos réflexions stratégiques et du conseil qu'on peut fournir à nos clients. Donc là, on agit pour eux finalement comme une agence sur les différents leviers qui sont a priori les meilleurs pour chaque secteur d'activité, chaque entreprise. Et donc, on intervient à ce titre sur différents leviers digitaux comme le SEO, le SIA, le call mailing, le content et plein d'autres choses. Et enfin, le dernier point, c'est la partie outils. Donc, l'outil que nous avons développé est là pour accompagner justement les entreprises et les dirigeants, mais aussi leurs équipes, et leur faciliter finalement leur quotidien dans la mise en place de tout ce plan d'action en lien avec leur acquisition. Et donc, on a différents modules. On a à la fois la partie CRM
mais on a aussi des modules de marketing qui vous permettent d'automatiser finalement pas mal de choses et toute la partie data et intelligence artificielle qu'on a évidemment injectée dans cet outil. Et bah, c'est parti. OK. Alors, voilà, moi, c'est vrai que ça fait tous les jours, je parle environ à une dizaine de chefs d'entreprise, sur leurs différentes, problématiques, de développement de chiffre d'affaires par internet et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils fonctionnent que par le réseau ou le bouche-oreille, qui est effectivement le meilleur levier qui transforme le mieux, mais c'est pas prévisible et souvent ce qui se passe, je prends des exemples concrets, suite à la dissolution, on a eu pas mal de monde qui comprennent pas pourquoi ils ont une baisse de 20 d'activité et quand on a une masse salariale, assez élevée, ça peut être difficile et en plus de ça, c'est difficile de rebondir et d'investir, dans de la communication, parce que, les budgets sont très serrés. Donc en général, c'est mieux de le faire quand ça va bien, quand on fait des bonnes années, pour que ça soit prévisible parce que dans le web, ça peut être prévisible, on peut tout mesurer quand c'est bien fait. Et c'est ça qui est intéressant. Versus des petites, entreprises qui ont peut-être 4, 5, 6 clients, des gros clients avec des gros paniers moyens, mais un ou 2 clients en moins sur l'année et l'année, en fait, elle est fichue, alors qu'on peut, sur le web, faire pas mal de choses. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils testent plusieurs leviers. Ils parlent à quelqu'un, qu'il faut en fait faire le site et le référencement naturel, alors qu'en fait, il y a pas forcément trop, d'opportunités sur ce sujet-là, de leviers dans leur activité. Ou sinon, ils parlent à quelqu'un, qui disent qu'il faut faire de la pub sur LinkedIn ou Google AdWords, et finalement, le site ne convertit pas bien ou il y a pas les process commerciaux en face qui permettent vraiment de convertir. Donc ils testent plein de choses. Les résultats sont pas forcément au rendez-vous et c'est surtout que c'est assez flou. Ils ne savent pas, en fait, comment ça performe. Est-ce que la prospection performe mieux? Est-ce que, la publicité performe mieux? Est-ce que LinkedIn, l'animation de votre LinkedIn performe mieux? Ils ont pas de visibilité là-dessus, donc ils peuvent pas prendre de décisions ajustées et être plus, performants. Donc, voilà et ensuite, ils essaient de structurer, mais c'est pas très, souvent, durable. Il y en a qui le font eux-mêmes, il y en a qui prennent des chargés de com, il y en a qui externalisent, il y en a, enfin voilà et tout ça en fonction, en fait, de votre activité, ça va dépendre. De temps en temps d'internaliser, c'est mieux. De temps en temps d'externaliser, souvent pour les PME et TPE, c'est mieux. Et prendre un alternant, Tatiana va vous en parler, c'est un coût quand même très élevé finalement, et que de temps en temps, en externalisant, ça peut être 2 fois moins cher et bien plus performant. Donc ensuite, voilà, c'est pas forcément un problème d'outils. Souvent, on multiplie les outils, ils sont pas, ils travaillent pas ensemble. Le premier vrai blocage de ce qu'on voit, c'est que les messages sont pas clairs. On ne sait pas vraiment à qui ils s'adressent. La cible est vraiment trop large. Donc du coup, quand on parle à tout le monde, on parle un peu, à personne. Le tunnel, il est pas très bien fait et s'il y a un élément c'est pas très compliqué, mais s'il y a un élément qui fonctionne pas, c'est toute la chaîne, en fait, dans le processus commercial, qui fonctionne pas. Le suivi commercial, quand on est dirigeant, ça peut être, un peu compliqué parmi toutes les choses qu'on a à faire. C'est pour ça qu'il faut des outils simples qui permettent de suivre correctement. Un fichier Excel, c'est pas un bon c'est pas un bon outil. Et après, en fait, l'organisation aussi qui aide pas parce que tout est un peu éparpillé et souvent ça complique les choses pour être efficace. Donc on va vous partager vraiment les 5 erreurs en détail, pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Tat. Donc vous posez souvent la question pourquoi certaines entreprises, notamment les TPE-PME, puisque là c'est aussi vraiment on s'appuie nous sur notre connaissance de nos clients, pourquoi certains trouvent des clients régulièrement et d'autres galèrent malgré justement des efforts qui sont là. On en voit pas mal qui ont testé des leviers, le SEO, LinkedIn, l'Ads, l'IA, qui investissent en général du temps, de l'argent. Et pourtant, ça ne décolle pas toujours. Donc, l'objectif, là, c'est qu'on vous, voilà, qu'on vous donne en tout cas les 5 erreurs qu'on voit, nous, régulièrement et qui reviennent assez souvent finalement chez nos clients. Donc, je vais démarrer sur la première erreur qui est le message commercial flou ou trop générique. C'est pour moi la première erreur, c'est de vouloir parler à tout le monde.
finalement, on parle à personne. Ça, on le voit beaucoup. On le voit parce qu'on est aussi aujourd'hui avec l'ère de l'IA, on est finalement, on croule sous les messages commerciaux, on en a de partout. Je suppose que, comme nous, vous devez recevoir à peu près des centaines d'emails commerciaux. Vous les avez peut-être déjà mis dans les spams, mais vous en recevez sûrement beaucoup. Vous êtes aussi sollicité sur d'autres canaux comme LinkedIn, par exemple. Et donc là, la première erreur, c'est justement de faire un peu comme ces entreprises qui vous envoient des tonnes de messages qui parlent finalement à tout le monde, mais sur des messages qui, vous, en tout cas, ne font pas forcément sens. Donc, la première erreur, c'est de se dire qu'on va avoir un message commercial qui est flou, on va s'adresser un petit peu à tout le monde, ou on va tenter de plaire en tout cas à tout le monde, mais finalement, on va parler à personne. Le prospect qui arrive, par exemple, aussi sur le site et qui va voir de la pub et qui ne comprend pas ce que vous faites, et ben, pourquoi il devrait choisir vous plutôt qu'un autre? Pour lui, ça va être compliqué de faire ce choix si le message n'est pas clair dès qu'il arrive sur votre site. Ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent. C'est aussi une erreur qu'on détecte rapidement quand on fait des premiers échanges. Ça peut être avec des prospects ou quand on commence à travailler avec des clients et qu'on leur demande de parler de leur activité. Ça peut paraître bête, mais si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de pitcher cette activité finalement en 30 secondes et de dégager la valeur de ce que vous faites, eh ben, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'avoir ce message qui est clair finalement et qui est différenciant. Donc, on voit trop souvent ces messages qui sont flous ou génériques. Donc, en général, les symptômes sont assez clairs pour savoir si vos messages commerciaux sont flous ou génériques. Vous le voyez notamment, par exemple, sur votre site, qui est un de vos outils en général, un de vos outils principaux. Vous allez avoir du trafic. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a du trafic, il y a des gens qui vont sur votre site, mais c'est du trafic qui ne convertit pas. C'est-à-dire que ça ne se transforme pas sur un échange, une demande de rendez-vous, une demande d'information, une demande de devis. Donc, ça veut dire que vous avez un taux de conversion qui est finalement faible sur des campagnes que vous avez pu lancer pour attirer justement ce trafic sur votre site. Et vous n'avez pas derrière le ROI qui est censé être celui que vous avez projeté. Voilà, donc en gros, vous dépensez finalement en marketing, que ce soit du temps ou de l'argent, mais c'est du temps ou de l'argent qui est finalement pas très bien investi puisque ça ne vous permet pas de générer finalement du chiffre d'affaires derrière. Pour la deuxième erreur, on va parler du ciblage trop large et mal défini. Donc on est un peu, c'est vraiment totalement en lien avec la première erreur pour le coup. C'est la deuxième erreur qu'on voit régulièrement. C'est finalement cibler de manière très large et donc, encore une fois, parler à tout le monde, mais parler à personne. Si vous ciblez toutes les PME de France, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas convertir beaucoup puisque vous vous adressez à des secteurs qui sont très variés. Et finalement, vous allez avoir du mal à pouvoir avoir un message aussi qui est personnalisé derrière et à avoir une conversation qui va les intéresser. Donc, quand on cible toutes les PME qui font, par exemple, X et qui sont beaucoup trop larges, bah, vous allez avoir une segmentation qui n'est pas claire et qui n'est pas idéale. Et donc, vous allez avoir un budget qui va se disperser aussi là-dedans. Votre budget marketing, par exemple. Et donc, vous allez avoir des leads qui ne sont pas qualifiés. Donc, tout ce que vous allez faire en marketing sur une cible beaucoup trop large, il y a peu de ROI. Vous allez finalement dépenser pas mal d'argent et vous aurez des leads en retour qui ne sont pas qualifiés. C'est vraiment le souci qu'on voit et c'est un des principaux soucis qu'on voit chez nos clients. Donc, vous allez avoir beaucoup de contacts finalement, vous allez contacter beaucoup de personnes, vous allez les toucher probablement, ils vont peut-être ouvrir vos mails, mais derrière, ça ne convertira pas non plus. Et donc, ce taux de conversion qui s'effondre, bah, c'est encore une fois du budget qui est mal alloué et donc une acquisition qui ne décolle pas. L'investissement en marketing, du coup, devient pas rentable et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on va essayer de vous donner des bases en deuxième partie de ce webinaire, des bonnes bases pour que vous puissiez justement investir votre temps et votre argent aussi au bon endroit et surtout que vous puissiez retrouver votre retour sur investissement au bon niveau.
Donc, priorisez vos ressources là où elles auront le plus d'impact, ça va être hyper important. Mais pour ça, ça commence aussi par un ciblage qui est bien défini. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment on cible le mieux possible et comment on peut estimer derrière avoir des résultats quand on a bien défini notre cible. Donc, plus que jamais, retenez que le ciblage va être déterminant pour votre marketing. Je prends 2 exemples concrets là que j'ai eu avec des clients, récemment. Il y en a un qui fait, du nettoyage en fait de bureaux, sur l'Île-de-France, pour les entreprises de plus de 500 salariés. C'était pas lui forcément dans son discours quand il traitait les leads et cetera, il connaissait sa proposition de valeur, mais sur le site, c'était pas indiqué et du coup, ça parlait beaucoup moins aux gens quand ils se renseignent, aux entreprises quand ils se renseignent, heu parce qu'en fait, en face, il y a des concurrents qui font des bureaux de 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, enfin de 10 salariés, 20, salariés et qu'en fait, un ciblage beaucoup plus précis indiqué tout de suite sur le site internet. Quand les grandes entreprises arrivaient dessus, ils se disaient: «Tiens, c'est la personne en fait qui peut répondre à mon besoin. En tout cas, j'ai envie de le contacter» et plus c'est clair et plus le message, est ciblé, plus naturellement ça va convertir. J'ai aussi un client qui n'est pas devenu client, parce qu'il y avait une agence en fait qui était spécialisée dans la donc c'était quelqu'un qui faisait de la cybersécurité, gros enjeu en ce moment. Ils ont beaucoup de demandes et en fait, il y a une agence qui s'est mise dessus, spécialisée dans la cybersécurité. On pourrait faire, tout, parce que en B2B service, c'est assez similaire pour développer, l'activité et le fait qu'ils soient spécialisés, la personne m'a dit: «Ouais, mais eux, forcément, ils connaissent mieux nos problématiques». Alors que c'est pas vrai, mais enfin, c'est pas forcément, plus vrai, mais du coup, ça leur parle beaucoup plus et donc ils convertissent beaucoup mieux et aussi pour gagner en visibilité, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils vont cibler uniquement ces boîtes-là, plutôt que toutes les TPE ou PME. Donc l'erreur numéro 3, un tunnel de conversion qui convertit pas. Grosso modo, déjà le site, il y en a, ils le délaissent souvent parce que ça marche par réseau et par bouche-oreille. Ce qui est dommage parce que, c'est un peu votre crédibilité. C'est-à-dire que, enfin, je vais rentrer dans les détails dans un 2e temps, mais soit le site, il est mal fait ou les processus sont peu optimisés, il y a pas de clarté dans son parcours client et il y a souvent beaucoup de friction, trop d'étapes et de formulaires complexes. C'est sur une page pour les contacter quelque part, assez compliqué et naturellement, au lieu d'avoir, par exemple, sur 100 visiteurs, 3 rendez-vous, bah, ils en ont qu'1, et donc du coup, c'est 3 fois moins performant. Les symptômes, c'est un bounce rate élevé. Un bounce rate, c'est quand il arrive sur le site et qu'il fait aucune action et il repart. Donc il y a des taux, environ c'est 60 sur le web, mais il y en a qui sont à 80 et quand ça performe bien, c'est à 50 et ces 10 de différence font énormément, enfin les résultats après n'ont rien à voir. Donc les leads, naturellement, ils sont pas assez, il y a pas assez de leads et il y a beaucoup qui abandonnent en cours de processus alors qu'ils sont, qualifiés. Donc on en revient au même, à la même chose, c'est que dans le web, il y a 2 parties. Il y a la partie visibilité, mais il y a la partie conversion. Parce que si vous avez de la visibilité, mais que ça convertit mal, c'est inutile. Si vous avez une bonne conversion, mais que vous n'avez pas de visibilité, c'est pas non plus, intéressant et après, il y a la partie, suivi commercial, souvent qui est pas optimisée, et qui pourrait l'être assez facilement. Sur le suivi commercial justement qui est laissé de côté, heu, souvent ce qu'on voit, c'est le fichier Excel, en B2B. Il y a pas de rappel. Je veux dire quand on parle à 10 personnes par mois, selon les activités de chacun, ou 20 personnes par mois, ça devient très vite ingérable, au bout d'1 an ou 2 ans, parce que ça fait 200, 300, 400 personnes et il y en a énormément quand ils se renseignent, c'est pour un projet dans 6 mois, dans 12 mois. Il y en a, finalement, ils sont intéressés, mais ils partent en vacances ou ils ont un projet à terminer, donc c'est dans 3 mois. Il y en a, c'est un sujet, ça sera un sujet pour eux, mais en janvier l'année prochaine. S'il y a pas de système de rappel, en fait, c'est très vite, les leads, vous les gaspillez, donc le marketing est gaspillé. Un lead, c'est un coût et souvent, c'est mal fait. Il y a des outils qui peuvent être très simples à mettre en place pour suivre ça, facilement. Je prends un exemple, par exemple, on a eu un commercial, qui est parti au mois de novembre. Pendant 3 mois, du coup, il y avait plus de suivi, les autres commerciaux n'ont pas pu les reprendre et quand, je les ai, rappelés,
50%, ils avaient choisi en fait, une autre solution. Donc une autre agence, un concurrent. Sur les 50% restants, il y en avait 25, c'était plus un sujet. C'était pas un sujet prioritaire, c'est pour plus tard. Et il y en avait 25% où on est en discussion, et ça a transformé, mais on a perdu, par exemple, pas mal de monde. Donc un pipeline commercial, ça se construit, les process, ça se construit et c'est important que ça soit mis en place. Sur l'organisation qui aide pas, souvent, c'est que c'est plein d'outils qui sont, bien, je veux dire un peu partout, qui communiquent pas entre eux et qui fait que, on n'a pas de clarté, on peut pas mesurer la data, et il y a pas de process, de qualification. Mais Tatiana, je te laisse, reprendre cette slide-là. Ouais, ce qu'on constate beaucoup sur l'organisation, interne qui n'aide pas, c'est qu'il y a déjà plusieurs pans. Donc il y a la partie effectivement clarté entre les équipes, quand vous avez des équipes en interne, qui travaillent, que ce soit sur le marketing ou la partie commerciale, voire la partie ops. Il faut que ce soit clair entre qui fait quoi. Ce sont des équipes qui doivent travailler ensemble et on voit trop souvent, justement ce manque d'alignement entre ces équipes qui peut, finalement créer un flou aussi dans l'organisation et nous embêter et nous créer vraiment, du flou finalement aussi pour, ce travail sur l'acquisition. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment, les équipes, comment faire en sorte qu'elles travaillent bien ensemble. Encore une fois, le marketing, les commerciaux et les ops, quand vous en avez, doivent travailler ensemble. Ils doivent mesurer, l'impact de ce qui est fait par le marketing. Enfin, le commercial doit mesurer ce qui est fait par le marketing, faire des retours pour que le marketing améliore aussi sa stratégie. Donc, ils doivent vraiment travailler main dans la main. Et sur les ops, on est plus sur des process et des outils. Et c'est pareil, ils doivent avoir ces retours. Donc, faites communiquer vos équipes, faites des points d'alignement toutes les semaines. C'est primordial pour que votre acquisition marche bien. Ensuite, on a effectivement la partie outils fragmentés. Je vous ai mis une petite image assez représentative de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans. Alors, c'est plutôt dans les entreprises qui sont bien structurées, qui ont une équipe commerciale et marketing qui est en place. En général, ils ont des outils pour à peu près tout. Et finalement, on a une multitude d'outils. Mais avant même de définir le stack outil, donc ce dont vous allez, les outils que vous allez choisir, il faut que la stratégie soit claire et votre besoin soit bien clair aussi. Parce qu'en fait, multiplier les outils, finalement, c'est aussi disperser l'information et les données. Donc, pour construire vraiment un bon stack outil, il faut déjà avoir une stratégie et un plan d'action assez clair et bien définir les besoins de vos équipes pour choisir le bon outil. Souvent, les outils, en fait, ils sont faits aussi bien pour les petites entreprises que pour les très, très, très grosses entreprises et on va utiliser que 3, 4, 5% des logiciels et de temps en temps, il y en a qui sont, plus adaptés pour les petites entreprises, qui sont tout en un, plus simples à prendre en main, moins chers et qui suffit largement pour vous à votre stade. En tout cas, c'est la stratégie qui va le définir par rapport à votre besoin. C'est ça. Et le dernier problème que j'ai mis là, c'est effectivement le manque de process de qualification défini en amont. Donc, il faut des process pour pour que ce soit clair pour les équipes et aussi pour que les outils viennent accompagner finalement ces process. Euh, Quand on voit justement qu'il n'y a pas de clarté au niveau de l'organisation, on se rend compte, nous, dans notre quotidien et dans nos accompagnements avec nos clients, qu'on a une vraie perte d'information finalement entre les équipes. On va avoir des doublons sur les contacts, des leads qui ne sont pas traités parce qu'ils sont perdus, un manque de visibilité finalement du pipeline commercial, donc finalement de ce que vous allez pouvoir faire, estimer faire en termes de chiffre d'affaires. Et donc c'est vraiment pénalisant pour les entreprises. Hop, merci pour la slide. Et je vous ai mis une petite erreur bonus. Je suis intervenue la semaine dernière à Paris dans un salon All for Customers sur une masterclass où le sujet était aussi l'IA, enfin, l'acquisition à l'ère de l'IA. Et donc, j'ai beaucoup évoqué ces sujets-là. Et une des erreurs que j'ai pu voir dans certaines entreprises, on sait que l'IA aujourd'hui est présent, hein, c'est pas une question de est-ce qu'il faut s'y mettre, on est dedans. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire comment on va pouvoir vraiment en tirer profit pour notre structure, pour notre organisation.
Mais une des erreurs, c'est aujourd'hui de se dire on va mettre de l'IA et ça va régler nos problèmes. Non, l'IA, c'est formidable et c'est un outil d'efficacité énorme qui peut vous faire gagner du temps. Ça peut vous aider à générer du contenu, à scorer vos leads pour les prioriser ou encore analyser les données de conversion, par exemple. Mais attention, l'IA peut amplifier un problème qui existe déjà. Donc, un marketing que vous allez automatiser avec l'IA, si c'est reste un mauvais marketing automatisé, si c'est un mauvais marketing à la base. Donc, l'IA peut juste amplifier les problèmes si finalement on n'a pas toute cette clarté et cette stratégie qui est bien posée avant. Donc, l'IA peut vous aider quand c'est bien fait, mais ne peut pas régler tous vos soucis. C'est une erreur de penser ça. Et le dernier point aussi sur cette partie IA que je voulais évoquer, c'est de penser que l'IA peut finalement remplacer votre activité, enfin vos commerciaux ou votre activité commerciale. Je pense que c'est une grave erreur. J'ai vu des choses, en tout cas de mon point de vue, qui me choquent un peu, c'est-à-dire que de penser que l'IA peut vraiment se substituer au commercial ou en tout cas finalement répondre en temps réel, par exemple, à des objections que les clients, les prospects pourraient avoir. Et donc, dire au commercial, bah, tu suis finalement la trame les réponses aux objections que l'IA va te fournir. Bah, en faisant ça, finalement, on rend un peu nos commerciaux bêtes. Et donc, ils ne réfléchissent plus. Et pour moi, la valeur de l'IA aujourd'hui, elle est vraiment dans le temps que vous allez pouvoir gagner. Je vous l'ai dit, dans le scoring de lead, dans le contenu que vous allez pouvoir générer. Vous allez gagner du temps et de l'efficacité. Et donc, ce temps que vous allez dégager, il est nécessaire pour remettre de la valeur là où le commercial, par exemple, en a, ou les dirigeants en ont, c'est-à-dire de la valeur sur l'humain. Allez rencontrer vos prospects, allez déjeuner avec eux, allez prendre des cafés, créer du lien. C'est ça, c'est en ça que l'IA va être vraiment pertinent. Alors, nos préconisations pour répondre vraiment à la problématique sur comment développer votre chiffre d'affaires avec le digital, la première chose à faire, c'est vraiment structurer votre stratégie. On ne peut pas construire une maison et dire sans plan et dire allez-y au maçon, construisez et construisez ce qu'il veut. Vous arriverez jamais à ce que vous souhaitez. Donc, il faut bien la structurer en fonction de votre problématique, en fonction de vos ressources et en fonction des différents leviers en fait, qui existent pour toucher votre cible. Se démarquer par un positionnement clair et différenciant, toujours un tunnel optimisé et testé et un suivi commercial régulier. Donc, le premier point, avant de lancer quoi que ce soit, c'est de regarder la réalité en face, réalité qui peut faire mal, mais qui est nécessaire. Donc, le premier point, c'est de structurer votre stratégie d'acquisition. J'ai découpé ce point en 3 parties. La première, c'est le bilan. Je vous disais que Néo Camino, donc nous, on accompagne aussi nos clients sur cette partie stratégie conseil. Pour moi, ça reste le B à bas. Cette stratégie d'acquisition, c'est finalement vos fondations, c'est le plan d'architecte de votre maison. Donc, c'est nécessaire de poser ces briques-là avant de faire quoi que ce soit et avant d'agir. Donc, le premier point, c'est la partie bilan. C'est finalement de regarder les indicateurs clés qui vont vous permettre justement de réfléchir à la stratégie, au plan d'action qu'on veut mettre en place et puis surtout d'en tirer finalement une analyse pertinente, de savoir un peu où ça bloque, ce qui est bien fait, ce qui est moins bien fait. Donc, je vous ai mis des indicateurs à regarder. Ce sont des indicateurs que nous, on regarde aussi avec nos clients. Donc, quel est le niveau de chiffre d'affaires, de croissance, le coût d'acquisition client quand vous le connaissez. Sinon, on peut aussi le calculer, nous, avec nos clients. Combien de clients vous avez? Quel est le panier moyen? Qui sont-ils? Quelle est la cible prioritaire? Et vous avez souvent une cible prioritaire et d'autres cibles secondaires qu'on peut regarder aussi en même temps. D'où viennent-ils? Ça, c'est important de savoir quelles sont vos sources d'acquisition. Donc, d'où viennent ces leads-là? D'où viennent ces clients? Quels sont les canaux d'acquisition finalement principaux que vous avez en votre possession, ceux qui marchent? Et quelles sont les autres actions que vous avez pu mener qui vous ont aidé à générer des leads? C'est du digital ou pas, mais en tout cas, il faut regarder vraiment tout ce qui a été fait, auditer un petit peu tout ça, parce que c'est sur cette base-là qu'on va aussi pouvoir imaginer le futur.
Ensuite, une fois qu'on a bien audité finalement ce qui a été fait, qu'on a regardé, l'objectif, ça va être après d'anticiper, de sortir finalement du mode réactif et de passer au mode prédictif. Donc, pour faire du prédictif, on va regarder, on va projeter. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des hypothèses. Donc, vous allez construire ces hypothèses-là de répartition de vos sources de demande. Par exemple, vous allez dire, bah, il y a 40% sur LinkedIn, 30% sur Google Ads, 15% sur le SEO, 15% sur l'emailing. Ce n'est pas quelque chose de facile. Pour définir ces leviers-là, on va regarder ce qui a été fait donc, au niveau de l'audit, mais on va aussi regarder ce qui se passe sur votre secteur d'activité et sur votre entreprise. Donc, il faut regarder comment vos concurrents, par exemple, agissent avec le digital et où est-ce que nous, on peut aller chercher finalement des leads, puisque vos concurrents y vont aussi. Donc, il faut regarder ce qui est pertinent. La question clé qu'on se pose, nous, systématiquement à ce stade-là, ça va être qu'est-ce qui peut vous générer des résultats finalement à court terme, maintenant, là, tout de suite, et comment on peut générer aussi des résultats un peu plus long-termistes, mais qui vont finalement vous aider à pérenniser votre croissance par la suite. La réponse est presque toujours aussi, il ne faut pas le négliger, votre base de données contact, votre base de données ou votre base de contact existante. Ne négligez pas ce que vous avez déjà, c'est de l'or et vous pouvez tellement faire de choses avec ça. C'est pour ça que je rebondis sur ce que Marc disait tout à l'heure. Avoir un fichier Excel, c'est franchement pas facile. En revanche, si vous avez un outil type CRM qui vous permet de réactiver régulièrement cette base de contact que vous avez, c'est génial. Et c'est aussi une vraie source d'acquisition, donc ne la négligez pas. Et le troisième point pour structurer votre stratégie d'acquisition, c'est de cartographier finalement vos canaux sur l'ensemble du parcours client. Du client inconnu, enfin du coup, c'est pas un client, c'est pas un prospect, jusqu'à la partie prescripteur. Donc pour attirer des inconnus, des leviers, on en a quelques-uns, hein, c'est le référencement, c'est les réseaux sociaux, c'est la publicité, les annuaires, la prospection digitale, ce qu'on appelle aussi la outbound. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le haut du tunnel d'acquisition et finalement, c'est la visibilité qui va vous aider à attirer ces inconnus. Ensuite, vous avez la partie conversion. Donc, convertir les visiteurs en leads. Ce que vous expliquez, Marc, aussi tout à l'heure, oui, vous avez un site internet, mais une fois que vous avez réussi à attirer ces inconnus sur votre site, par exemple, comment on va faire pour les convertir, pour susciter l'intérêt et faire en sorte que ça devienne des prospects. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir réfléchir à un parcours de conversion, des appels à l'action, ce qu'on appelle des CTA, des pages d'atterrissage, des formulaires à remplir. C'est comme ça qu'on peut créer vraiment un parcours de conversion. Tu voulais rebondir, non? Ouais, en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que là, on met tout ce qui existe sur le web. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il faut mettre en place pour vous. Ça dépend de votre objectif, ça dépend du nombre de clients, ça dépend de plein de choses. Il y a des choses qui ne vont pas être pertinentes. J'en vois tellement qui se mettent sur les réseaux sociaux alors qu'en fait, ce n'est pas très utile et qu'il y a d'autres leviers qui sont plus intéressants. Voilà, donc il ne faut pas forcément faire et du réseau social et du blog, etc. Ça, c'est évident et c'est bien de le préciser. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit souvent, en tout cas, à nos clients, c'est on ne va pas travailler tous les leviers. Ce n'est pas la peine. On va essayer d'en travailler 2, voire 3, très bien. Et ceux qui sont pertinents pour vous, mais on ne va pas tous les travailler parce qu'en fait, on disperse finalement notre énergie et ce n'est pas la bonne chose à faire en marketing. Donc, j'en reviens à mon point. Donc, une fois qu'on a bien travaillé le tunnel de conversion, on va travailler la partie transformation des leads en clients. Donc là, c'est toujours la même chose, hein, c'est rester bien présent dans la tête du client. Donc, ça va être des emailing, des alertes, des notifications. Finalement, c'est ce qu'on appelle du nurturing. C'est rester présent dans sa tête pour que finalement, on puisse arriver à le transformer en client. Donc, c'est finalement être là au bon moment quand il va avoir besoin. Et soit c'est nous qui le sollicitons à ce moment-là et on est vraiment sur le bon time to market, soit c'est lui qui pense à nous finalement quand il a le besoin parce qu'on a travaillé ça dans le temps. Et enfin, pardon, c'est moi qui ai fait bouger le slide. Et enfin, la dernière partie, mais pas des moindres, c'est la fidélisation. L'acquisition vous coûte cher, ne l'oubliez pas. Donc, prenez soin de vos clients et fidélisez-les le plus possible.
C'est hyper important. Et donc, faites-en des clients prescripteurs, notamment grâce à l'email, les réseaux sociaux, le blog. Vos clients satisfaits, ce sont vos meilleurs commerciaux, vos meilleurs ambassadeurs. Mettez des programmes, par exemple, d'ambassadeurs en place. C'est une forme de rémunération dans le sens où ils peuvent économiser sur les prestations que vous leur vendez parce qu'ils sont ambassadeurs de votre solution. Donc, faites-le et ne négligez pas ça parce que la recommandation finalement de vos clients, c'est un des meilleurs leviers d'acquisition. Le deuxième point, ça va être de se démarquer par un positionnement clair et différenciant. Donc, c'est finalement une prise de position. Se démarquer, ça ne veut pas dire être original, ça veut dire être clair sur ce qu'on fait, sur qui vous êtes, pour qui vous le faites et pourquoi on devrait vous choisir vous. Donc là, je vous ai mis un exemple en B2C où on comprend tout de suite le positionnement et à qui on s'adresse. J'ai vu que Nicolas, vous étiez au salon, donc j'avais cité cet exemple aussi la semaine dernière. J'en ai mis un autre aussi en B2B. Ça, c'est un de nos clients qui travaille justement sur la location de conteneurs. En France, je pense que le message est très clair aussi quand on arrive sur son site. Donc, posez-vous la question de, quand on arrive sur votre site Internet, par exemple, est-ce que votre message est clair? On sait exactement ce que vous faites et à qui vous adressez. Si vous avez du mal à faire cet exercice parce que ce n'est pas toujours facile de faire son autocritique, bah, prenez 4-5 personnes de votre entourage qui ne connaissent pas forcément exactement ce que vous faites et puis questionnez-les sur votre site, sur votre homepage, demandez-leur ce qu'ils ont compris. Vous verrez, c'est assez efficace. Donc, pour le positionnement, il y a 5 questions qui sont essentielles auxquelles vous devez répondre. Donc, c'est qui est ma cible et qui est celle que j'exclus. Ça m'emmène d'ailleurs, voilà. Qui est ma cible et qui est celle que j'exclus. Donc là, travaillez bien votre cible, à qui je m'adresse vraiment. Donc, buyer persona, par exemple, c'est définir vraiment le persona type de ma cible et travailler aussi sur la cible que vous excluez. Exclure une partie de la cible, c'est choisir et donc c'est finalement améliorer son ciblage. N'ayez pas peur d'exclure une partie de la cible. Au contraire, ça va vous aider sur la suite. Qui est-ce que je ne veux pas parce que je ne me rends pas service en gardant cette partie dans ma cible prioritaire. Le problème que mon client a, le problème urgent et douloureux que je dois résoudre, ça, c'est intéressant de l'entendre de la part de vos prospects ou de vos clients. En général, ils l'énoncent plutôt bien et donc ils le nomment avec leurs mots, mais c'est vraiment quelque chose dont vous allez pouvoir vous resservir. Ensuite, il y a la partie différence. Qu'est-ce que je fais différemment de tous mes concurrents et que moi seul et que seule mon entreprise peut faire? Ça, vous avez des choses qui sont assez intéressantes à faire. Par exemple, quand vous écrivez un contenu, que ce soit pour votre site ou pour des réseaux ou autre chose, prenez un peu de recul quand vous parlez de votre entreprise et de votre offre et posez-vous la question de est-ce que ce contenu, un de mes concurrents aurait pu l'écrire? Si la réponse est oui, c'est que vous n'avez pas trouvé votre différence. La preuve, c'est toujours important aussi de bien souligner ce point-là. Quelle preuve concrète, chiffrée, je peux apporter et qui va rendre mon discours légitime et inattaquable? Donc, ce sont souvent aussi des chiffres, mais c'est aussi des retours que vos clients vont vous faire. Ça, vous pouvez travailler là-dessus et du coup apporter des cas clients très précis. Et enfin, le point de vue, quelles sont vos croyances par rapport à votre marché, votre secteur d'activité, les croyances pour lesquelles vous êtes en accord et celles pour lesquelles vous êtes en désaccord. Pour votre cible, j'ai fait un petit focus là-dessus, que ce soit du B2C ou du B2B. Je vous ai mis les 4 questions qui sont essentielles pour bien retravailler votre cible. Donc, qui est mon client idéal? Pour quel tunnel précis? Il est possible que vous ayez plusieurs clients idéaux, tout simplement parce que vous avez plusieurs offres aussi, c'est possible. Donc, travaillez ça par rapport à votre parcours et votre tunnel. Quel est le problème? Je vous l'ai dit tout à l'heure, dur qu'on cherche à résoudre. Donc, dur, c'est facile à retenir, douloureux, urgent, reconnu. Quels mots utilise-t-il pour en parler? Et enfin, quelle est la peur qui l'empêche d'acheter aujourd'hui? Ça, c'est intéressant de se poser la question. Nous, par exemple, on a souvent des clients qui sont dépendants du bouche à oreille. Ils ont envie ils savent que c'est un problème,
Ils l'ont bien identifié, c'est douloureux parce que tout simplement, ils n'arrivent pas, à projeter leur croissance ou leur chiffre d'affaires qu'avec du bouche à oreille. Ils se disent qu'ils sont dépendants. Donc le problème, il est bien identifié et après ce qu'on va regarder, c'est quelle est la peur? Qu'est-ce qui les empêche, par exemple, de travailler sur une autre cible pour ne pas dépendre de leur bouche à oreille? «Oui, mais j'ai peur parce que le digital, moi je connais pas bien et donc j'ai peur d'investir, mais en fait de pas avoir, enfin voilà, que ça me coûte cher, mais de pas avoir de retour derrière». Est-ce que vous pouvez me garantir qu'il y aura un retour sur ce que je vais investir? Voilà les craintes, les peurs qu'on peut avoir ou qu'on peut rencontrer, par exemple, nous, de notre côté. Alors, pour les tunnels de conversion, en fait, déjà, il faut remettre certaines choses dans leur contexte et être cohérent, en fait. Parce qu'on entend là, par exemple, on parle à une cible qui est large et ça va vraiment dépendre de votre activité. Je prends un exemple extrême pour que vous puissiez comprendre. Heu, Amazon qui a peut-être 100 millions d'utilisateurs par mois, il peut, s'amuser, ils vont aller dans les détails, mais énormes, jusqu'à la taille du bouton, la couleur du bouton et faire 10 tests sur le bouton. Est-ce que c'est, acheter? Est-ce que c'est, et cetera. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ils augmentent leur taux de conversion de 2 à 2,01, bah, le 0,1 va leur faire le retour sur investissement va être énorme. Par contre, si vous avez 50 clients, c'est le type d'optimisation qui ne servent à rien et il y a juste une base, donc 50 clients annuels, il y a juste une base à mettre qui est assez simple, mais qu'il faut qu'il soit mise, pour que ça convertisse. Donc ça va vraiment dépendre de votre activité, le niveau, sur le tunnel, de conversion et après, il faut de la data. Je vais vous montrer un petit peu, ce que ça peut, donner. Je vais vous partager rapidement. Alors, comment ça se fait? Partager l'écran, voilà. Je vais vous montrer, par exemple, le type de data qu'il faut avoir. Là, par exemple, vous pouvez savoir, en fait, les contacts, d'où ils viennent. Est-ce que ça vient de la prospection? Est-ce que ça vient d'événements, de salons, de webinars? Est-ce que ça vient de la enfin, du bouche à oreille? Du référencement naturel, ou d'autres éléments. Et ensuite, vous pouvez avoir en fait toutes vos opportunités. Donc, ceux qui viennent par l'emailing, accès direct, c'est en général du bouche à oreille et avoir vraiment précisément, l'ensemble de votre data pour aller voir comment ça se fait, enfin, combien je convertis, quel est le meilleur canal qui convertit, combien de devis en volume, ça fait et combien à la fin de clients et de chiffre d'affaires. Comme ça, vous pouvez calculer ce qu'on appelle un coût d'acquisition et vous pouvez l'avoir, du coup par levier et c'est ça qui va être, intéressant parce qu'aujourd'hui, si vous faites de la prospection, grosso modo, ça performe comment? Ça vous coûte combien? La personne qui fait de la prospection ou vous? Si vous faites des salons, ça vous coûte, combien avec les déplacements et cetera, le nombre de clients? Parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir, en fait, désactiver enfin, définir si la publicité en ligne va être plus intéressante ou non, ou si ça va être un levier secondaire. Et ensuite, dans la publicité, si vous traquez, est-ce que c'est LinkedIn Ads qui va être plus intéressant ou Google? Parce que les ressources sont limitées et c'est important de mesurer pour pouvoir réaffecter le budget, déjà pour pouvoir améliorer à chaque étape et ensuite réaffecter le budget sur les leviers qui sont plus importants. Parce que de temps en temps, un levier suffit largement par rapport à vos objectifs ou deux et qu'il n'y a pas besoin de les multiplier. Et en fait, c'est plus non plus des tunnels de vente, c'est que souvent, en fait, ils interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer, via le référencement naturel, rentrer dans le tunnel de conversion, mais ils peuvent être retargetés, sur, de la publicité LinkedIn Ads, uniquement certaines personnes sur certains segments avec un message précis, ou par des séquences d'emails. Quand vous avez 3 activités ou 3 cibles différentes, distinctes, il faut qu'ils rentrent dans des séquences distinctes pour leur parler correctement avec leurs problématiques, pour que ça leur parle plus et qu'ils prennent rendez-vous. Donc en fait, aujourd'hui, les tunnels travaillent ensemble et c'est, hyper important. Sur une présence, par exemple, sur le site internet, un site qui convertit bien, la première chose, c'est une accroche qui fait qu'ils vont rester sur le site. Je prends un exemple de quelqu'un qui, un de nos clients là, récemment, en fait, il s'occupe de vous accompagner sur vos baux, commerciaux pour vos locaux. Et l'accroche, qu'on a définie, c'est: «Vos locaux ou votre financement immobilier méritent mieux qu'un interlocuteur qui travaille pour l'autre camp». Et l'autre camp, c'est l'agent immobilier, en fait. Donc la première promesse en dessous, souvent après on fait, il y a 3 à 4 promesses de vente pour que les gens se disent: «Tiens, c'est exactement
ce qu'il me faut par rapport à d'autres expériences, ou en tout cas, j'ai envie de lui parler. Notamment, une de ses promesses, c'est que lui, il est rémunéré, et on ne le voyait pas sur le site internet, que sur ce qu'il vous fait gagner sur le bail. Et en moyenne, c'est 30%. Donc c'est une promesse qu'il doit délivrer, qui dit, tiens, c'est différent des autres. Et en fait, il ne travaille pas pour le bailleur, parce que ce n'est pas un agent immobilier, il va travailler pour vous. Et donc ça, c'est des promesses qu'on doit avoir tout de suite. Ce n'est pas des paragraphes, on voit de temps en temps des paragraphes énormes que les gens ne vont pas lire, qui expliquent leur activité, pourquoi eux plutôt qu'un autre. Donc il faut que ce soit beaucoup plus simple. Donc après, il y a les caractéristiques pour chaque promesse. Et après, il faut des appels à l'action, pas un bouton contact sur une autre page avec des formulaires horribles qui tombent dans des emails. Il faut que ça tombe dans des CRM. Et ensuite, des éléments de crédibilisation. 25 ans d'expérience, telle et telle entreprise, telle certification, tel client, etc., qui va permettre, les gens qui ne vous connaissent pas, parce que le réseau vous fait confiance, mais les gens qui ne vous connaissent pas, il faut des éléments de crédibilisation. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Sur le suivi commercial régulier, en moyenne, il faut appeler 6 personnes, une personne pour l'avoir au téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils ne sont pas forcément disponibles. Là, par exemple, j'ai suivi un client le mois dernier, pour un retour de devis, je l'ai appelé 8 fois sur un mois. Et en fait, on pourrait se dire, ah tiens, il n'est pas intéressé, il ne me répond plus, etc. Non, c'est juste qu'il était occupé. Et finalement, il m'a remercié pour son suivi et il a démarré. Et donc, en fait, si vous n'avez pas de CRM avec des cadences, avec un système de rappel et avec des étapes prédéfinies, et que vous vous connectez sur la boîte mail où il y a les devis qui arrivent de temps en temps et que vous ne les suivez pas correctement, ça peut pas, en tout cas, le taux de conversion de transformation va être moindre. Alors après, ça dépend des volumes d'activité de chacun et ça dépend encore de chacun. Donc, pour résumer, 1, il faut clarifier votre message. 2, il faut établir une stratégie et définir la bonne organisation. 3, il faut optimiser le tunnel. Et 4, il faut structurer le suivi commercial et aussi la donnée pour qu'on puisse améliorer tout le reste. On accélère un peu parce qu'on devait faire 45 minutes et 15 minutes de questions. Donc, on a encore quelques minutes. Ouais, on a encore quelques minutes. Un des points que je voulais évoquer avec vous, parce que je le vois aussi souvent, c'est des questions qui reviennent. J'en parlais dans les erreurs sur la partie justement organisation. Donc, les questions que je peux avoir parfois, c'est à quel moment recruter ou quand est-ce qu'il faut externaliser. Donc, l'idée derrière pour des TPE ou PME, c'est de se dire comment je structure sans exploser mes coûts, à quel moment je dois internaliser une ressource. C'est un peu le même fonctionnement finalement qu'on parlait des outils. Avant d'acheter l'outil, il faut savoir ce qu'on veut en faire et quelle est la structure, quels sont les process qu'on veut mettre en place. Pour le recrutement, c'est pareil. Donc, je vous ai mis un peu en 4 points dans les grandes lignes ce qui est intéressant. Donc, si vous avez testé des leviers, vous allez avoir besoin d'un spécialiste en interne. Ça veut dire que vous êtes déjà bien avancé. Finalement, vous maîtrisez déjà pas mal les leviers. Vous voulez quelqu'un qui puisse les suivre, les améliorer. Et donc, il vous faut quelqu'un en interne. C'est que vous êtes à ce stade de maturité-là. Si vous avez du volume de leads, vous avez besoin d'un process structuré. C'est ce process qui vous dira si vous avez besoin ou non d'une équipe commerciale, quelle est la structure de cette équipe, etc. Si vous manquez de compétences en interne, que ce soit sur le marketing ou sur la partie commerciale, c'est important d'externaliser et d'aller chercher la compétence là où elle est. Et en même temps, d'avoir un pilotage interne. Donc, ça peut être vous en tant que dirigeant, ça peut être vous aussi si vous êtes responsable de l'acquisition commerciale, marketing. Et enfin, si vous avez besoin de rapidité, prenez une agence qui va avoir toutes les expertises sur les leviers. Je vous ai mis le piège à éviter, ça va être de recruter, encore une fois, avant de savoir ce qu'on veut. C'est comme je vous disais pour les outils, il faut bien définir votre besoin parce qu'en fait, un recrutement, mine de rien, ça coûte cher. J'y viens juste après. J'ai fait ça parce que j'avais des questions de certains clients et donc je leur ai expliqué un petit peu les coûts et les atouts, que ce soit d'un recrutement ou d'une externalisation. Donc, nous, par exemple, chez Neocamino, on a quelques alternants. Peu, mais on en a. Mine de rien, on pense que c'est pas cher ou parfois c'est un peu la facilité de prendre un alternant quand on est une petite structure et qu'on veut
minimiser les coûts. En réalité, c'est quand même à peu près 27, c'est une moyenne que je vous ai fait là, c'est 27 000 euros par an, un alternant. Donc non, ce n'est pas une solution low cost en apparence. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un temps complet. Moi, aujourd'hui, je mets ça plutôt sur un mi-temps en termes d'équivalent, un 0,5 ETP, équivalent temps plein. Pourquoi? Parce qu'il est absent à peu près en moyenne une semaine par mois et parce que c'est du très junior. Donc, il faut l'accompagner aussi. En plus de ça, vous allez avoir le coût toute la partie management, donc il faut les suivre. Un alternant peut être un très bon alternant, mais il faut que ce soit clair et que vous sachiez pourquoi vous le recrutez. Par exemple, ça peut être pour faire du SDR ou du BDR. C'est de l'appel, vous le formez correctement, les missions sont claires, vous savez exactement ce qu'il peut atteindre comme objectif. Pour lui, c'est clair aussi, il sait combien d'appels il doit faire par jour, etc. Vous le suivez, vous analysez avec lui les appels. Ça peut être une bonne chose. Ça peut être aussi en marketing pour du contenu. Vous avez besoin d'animer votre LinkedIn, vous avez besoin d'animer votre base justement et de faire des emailing, des newsletters. Si vous aidez l'alternant à travailler correctement, c'est-à-dire vous lui donnez la stratégie, l'ADN de l'entreprise, il peut vous aider sur cette partie-là. Mais il faut que les missions soient claires pour que ce soit efficace aussi derrière. Concernant la partie recrutement interne pour du responsable marketing ou du sales, par exemple, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Je vous ai mis des moyennes chargées par an. Ça reste des moyennes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, un coût de commercial, il faut le mettre en face d'un chiffre d'affaires aussi pour voir finalement ce que vous pouvez payer et ce que vous attendez surtout en termes de chiffre d'affaires. Pareil pour le marketing. Ce sont des coûts qui sont non négligeables et parfois comment dire, quand vous êtes une petite structure, qui sont finalement hyper importants et qui ne vont pas être suffisamment impactants pour vous. Donc, avant de recruter des sales, c'est bien quand c'est le dirigeant aussi qui fait des calls sur une certaine dimension d'entreprise. Et pareil pour le marketing, avant de recruter quelqu'un en marketing, vous avez d'autres options qui sont possibles. Vous avez des options notamment qui sont, par exemple, le freelance. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Donc là, vous allez avoir un taux jour homme. En général, ils ont des compétences pointues. La seule chose qu'ils n'ont pas, comparé par exemple à une agence, c'est qu'ils ne peuvent pas être experts de tous les leviers. Mais en général, ils peuvent être bons et vous avez finalement une compétence externalisée qui peut vous suivre. Un autre des points qui peut être frustrant, c'est que vous êtes dépendant à une personne. Donc, si demain, elle décide d'arrêter la collaboration, vous vous retrouvez sans rien. Et enfin, le dernier point sur l'externalisation, on a tendance à penser qu'une agence coûte cher. Alors, tout dépend des agences et de votre budget aussi à vous, mais ce n'est pas si cher que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une équipe qui est complètement dispo pour vous et vous allez avoir toutes les compétences. Nous, chez NeoCamino, les experts qu'on a côté agence, justement, ce sont des experts qui sont très pointus dans chacun de leurs domaines. Donc, vous avez toutes ces compétences qui sont mises à profit pour votre entreprise. Donc ça, c'est intéressant et vous avez du pilotage inclus. Donc en fait, choisissez avant d'internaliser par exemple une ressource si vous n'en avez pas les moyens. Vous avez des moyens qui peuvent être moins onéreux. Donc en fonction du stade de maturité où vous en êtes et de ce que vous voulez faire, de la stratégie que vous avez établie, vous avez différentes options à votre disposition. Mais elles n'ont pas toutes le même coût et elles ne vous demandent pas toutes le même investissement de temps humain. Donc voilà, ce sont des choses à réfléchir. Je vous ai mis un petit peu ce panel pour que vous puissiez aussi évaluer tout ça de votre côté quand vous aurez les slides. Et je veux juste rebondir, c'est qu'en fait, un respo marketing, un alternant, il aura besoin d'un budget supplémentaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme un artisan. Vous prenez, il lui faudra des outils et il y aura des choses qu'il faudra qu'il achète. Du budget média, ça s'achète. Des outils, voilà, ça ne s'arrête pas là. Alors qu'une agence, souvent, tout est inclus dedans. Et voilà, c'est des vraies questions à se poser, puisque je vois énormément de chefs d'entreprise qui prennent un Respocom et qui sont en échec parce que dès qu'ils demandent des budgets, c'est non, parce qu'ils ont déjà investi un gros budget, qui pensent qu'ils pouvaient tout faire, alors que finalement, ce n'est pas le cas, donc ils partent. Et puis recrutent quelqu'un d'autre. Et pareil pour les alternances, c'est qu'ils sont vite limités. C'est-à-dire que s'il a une tâche bien précise sur laquelle vous pouvez l'occuper à temps plein, ça vaut le coup.
bien sûr, mais s'ils touchent un peu à tout, souvent c'est pas la bonne chose à faire. Et ça, pour conclure là-dessus, effectivement, quand on embauche un profil généraliste en marketing ou un alternant en marketing, sans stratégie claire, encore une fois, 6 mois plus tard, c'est exactement ce que dit Marc, et ça, on l'a vu sur beaucoup de boîtes, et ben on recommence parce qu'en fait, vous avez pris des profils trop généralistes qui ne pourront pas faire tout ce que vous attendez. Parfois, on cherche vraiment le mouton à 5 pattes. Donc, si vous cherchez le mouton à 5 pattes qui vous fera tout, prenez une agence. Prenez pas un respo market en interne. En tout cas, commencez par là, générer du ROI avec cette agence et ensuite, vous partirez sur une internalisation quand vous aurez suffisamment de volume de leads et que les leviers seront déjà bien actifs, bien mis en route. Juste une slide rapide sur l'IA, comment l'utiliser un peu sans histoire, parce qu'en fait, ça ne va pas faire tout à votre place. On vous l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'un contenu, s'il l'écrit, que ce soit un article ou des posts sur LinkedIn, ça va vous aider, mais c'est à vous de mettre votre expertise, vos anecdotes, vos cas clients, etc., qui va apporter un contenu unique et qui va pouvoir se différencier. Ce qui est génial, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas comme ça, donc c'est assez simple à se différencier aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que vous et votre expertise qui va pouvoir faire la différence. Ça peut, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, c'est dommage, mais on peut l'utiliser pour segmenter, enrichir et scorer les leads, des choses qui n'étaient pas possibles avant, mais qui devient possible avec l'IA pour les fichiers clients. Notamment, moi je prends rapidement un exemple, on avait des très très bons résultats sur les architectes d'intérieur, bien dimensionnés à plus entre 5 et 20 salariés. Et en fait, l'IA allait me chercher en fait toutes les villes, donc j'avais la ville de la société, toutes les villes de plus de 5000 habitants autour, et c'est aller chercher ensuite toutes les requêtes décorateurs d'intérieur, architectes d'intérieur, etc. Donc il y avait 8-10 requêtes, ça les a cumulées. Et donc, du coup, sur mes séquences d'emails en prospection à froid, j'arrive avec bonjour Intel. J'ai vu qu'il y avait 2700 requêtes dans telle et telle ville, des villes inconnues. Et aujourd'hui, c'est ces deux concurrents, donc ils les connaissent, ces deux sites internet qui remontent. C'est beaucoup plus simple d'engager une conversation plutôt que d'arriver avec un message généraliste. Donc, ça, c'est des choses qui sont vachement intéressantes, qui marchent bien. Et aussi pour analyser les données de conversion, ça peut faire Excel, ça peut être un peu de temps en temps compliqué. Sur les formules, lui, il les connaît toutes, donc vous avez juste à dire en fait ce que vous avez besoin et il vous crée le fichier que vous avez besoin avec tous les tableaux dynamiques, croisés, graphiques qui peuvent vraiment aider. Donc, voilà vraiment ce que l'IA peut faire, en tout cas, moi, comment je l'utilise. Mais souvent, tout ce qui est générique, les outils où ça fait tout seul, ça écrit les articles que vous postez, et ça prend quelques secondes, ça ne marche pas. Et pareil pour l'animation des réseaux sociaux, ça fait juste gagner beaucoup de temps, mais c'est tout. Rapidement, pour faire un diagnostic rapide, pour savoir où vous en êtes, pour récapituler, c'est est-ce que vous pouvez dire votre proposition de valeur en 30 secondes clairement? Est-ce que vos salariés peuvent le dire clairement aussi? Est-ce que vous savez exactement quel est votre client idéal? Est-ce que vous mesurez votre taux de conversion par étape? Ça, on le voit, c'est dans les boîtes qui ne sont pas matures digitalement, c'est rare, même celles qui sont matures. Est-ce que vous relancez vos leads au moins 6 fois d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous avez une stratégie claire ou non pour savoir en fait où sont les vrais blocages? Donc nous, comment on peut vous aider, c'est qu'on peut faire un audit complet de votre situation si ça vous semble pertinent et si c'est un sujet en ce moment ou non. Euh, pour identifier vraiment les vrais blocages par rapport aux données. Et ensuite, définir un plan d'action priorisé, chiffré, c'est-à-dire chaque levier, dans votre cas, quel est le potentiel et en fonction de vos ressources, quel est le plus prioritaire, comment ça performe avec ce que vous faites déjà. Et aussi, soit on part du budget et ce qui est possible de faire avec ce budget-là, ou soit on part de votre chiffre d'affaires. Par exemple, si vous voulez 50 clients en plus, ou 100 clients en plus, ou 5 clients en plus, ça dépend vraiment de votre activité. On va identifier, parce que tout le monde est sur Internet toute la journée, hein. Plein de gens me disent, là, on a beaucoup de bureaux d'études, ils me disent, ouais, mais c'est que par réseau, machin, etc. Alors qu'il y a des vraies opportunités qui sont limitées, mais il y a des vraies opportunités. Et finalement, ça va beaucoup dépendre voilà,
par activité, en fait, qu'est-ce qui est possible de faire, et surtout quelles sont les ressources à mettre en face. Et de temps en temps, ça vaut pas le coup de se lancer sur le web, en tout cas avec une stratégie complète. Et de temps en temps, souvent, ça vaut vraiment le coup. Et surtout, à quel horizon on va y arriver, avec quel budget et quelles sont les priorités, quoi. Voilà, je pense qu'on a terminé. On dépasse de 15 minutes, mais au moins c'était un peu complet. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vous a partagé, qui pourraient être spécifiques à votre activité? On peut prendre, voilà, quelques questions si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, on peut se permettre de dépasser quelques minutes, le créneau. Intervenez-vous dans le domaine du vin? Oui, on a eu, des clients, dans le domaine du vin, effectivement. Vous êtes viticulteur ou c'est du e-commerce, de vente de vin en ligne? On C'est a eu des domaines, nous, entre autres. Ouais, Mmh mh. c'est possible, ouais. Ouais. OK. Ouais, donc on a eu des clients comme ça et on en a quelques-uns qui nous sollicitent en ce moment aussi. OK, vous utilisez Zoho. Zoho, c'est large, Zoho, comme CRM, mais c'est bien en CRM aussi, ça marche bien en tout cas pour suivre son pipe. Je sais pas, après il y a pas mal d'applications sur Zoho, donc sans doute que vous l'utilisez un peu plus largement, Stéphane. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on échange un petit peu plus sur, globalement votre cas et sur ce secteur-là particulièrement, on vous laisse le lien là, à la fin de la présentation. Vous pourrez prendre un rendez-vous et on pourra en discuter. On se prend 30 minutes pour échanger sur le sujet. Ce sera forcément avec Marc ou moi, avec ce lien-là. Nicolas, ouais, on accompagne aussi les indépendants. Pas tous, ça dépend le niveau de maturité, mais si vous avez déjà des clients et du chiffre d'affaires, possiblement, et on a l'habitude, que les indépendants ou les petites entreprises ont des budgets serrés. Et peu importe la taille de la boîte, on a toujours des budgets serrés. Donc on peut voir, en tout cas échanger et voir comment on pourrait éventuellement vous aider, ouais. Stéphane, ça dépend, c'est possible, en France, mais aussi à l'export. Ça dépend sur quel levier, en fait, pour le coup, sur quel levier vous voulez, on travaille, quoi. Et en fonction de votre cible aussi, donc ça se discute. En tout cas, nous, on agit beaucoup sur les leviers en France. Après, il y a des leviers qui sont plus internationaux sur lesquels on n'a aucun problème. Mais par exemple, tout ce qui est référencement, c'est assez spécifique, au pays aussi. Donc c'est des stratégies qui peuvent être différentes, quoi. Voilà. Des applications web, sur mesure optimisées par l'IA, ouais, c'est des choses, qu'on peut faire, Marie-Care. C'est aussi possible. Si vous n'avez pas encore de clients, il faudrait voir pourquoi. Ce que vous avez déjà testé et voir quel est le meilleur levier dans ce cas-là. Au début, on va pas pouvoir le faire pour vous parce que ça va être des budgets trop importants, mais on peut vous accompagner. Donc c'est vous qui faites, mais on vous accompagne. Donc à voir. En général, c'est plus adapté à ce moment-là de votre activité. Et Stéphane, pour revenir sur la grosse base de données à l'export, en tout cas, elle peut être travaillée, sans problème sur plein de leviers. Je ne sais pas ce que vous avez déjà travaillé, mais par exemple, tout ce qui est cadence emailing, LinkedIn, et cetera, toutes ces choses-là, effectivement, on peut travailler cette base de données à l'international, avec du contenu qui est spécialisé et qui est en anglais ou autre en fonction de votre besoin. Marika, si vous voulez, il faudrait qu'on ait un peu plus d'informations, pour voir comment on pourrait éventuellement vous aider, ouais, pour trouver des clients. Parce que pour trouver des clients, ça, c'est le nerf de la guerre et de toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses pour le coup. Et au démarrage, c'est vrai que il y a cette pression de trouver ses premiers clients. Donc je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, Marie-Care, mais en tout cas, si c'est ça,
Ce qu'il faut, c'est aussi vous poser la question de est-ce que tout est bien défini? C'est ce qu'on vous a mis tout à l'heure dans les slides, votre positionnement, votre cible, est-ce que tout est carré? Au moins ces briques-là. Si vous avez pu les travailler, nous, on peut commencer en tout cas à regarder avec vous ce qu'il faudrait faire. Pareil, on n'a pas les éléments, comme le disait Marc. Est-ce que vous avez déjà mis des leviers en place ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? Est-ce qu'il y a des choses qui ont ne serait-ce que suscité l'intérêt de certains prospects ou pas? En tout cas, Marie-Carte, pareil, et si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait, sur le slide suivant, on vous laisse, vous voyez, vous pouvez planifier l'échange avec nous. Encore une fois, ce sera soit avec Marc, soit avec moi. Donc, si vous demandez un rendez-vous ici, on prendra ces 30 minutes avec plaisir pour échanger avec vous de votre situation particulièrement. Juste, ils peuvent cliquer sur le lien, Tatiana, ou pas? Oui. Oui, c'est mieux. Oui, bien sûr. En tout cas, quand on va envoyer la presse, il y a effectivement le lien et sinon, vous pouvez aussi sur notre site internet prendre le rendez-vous, ça revient au même. OK. Je l'aurais partagé ici, là, dans le chat. Et tu peux le partager aussi si tu veux, ouais. On prend une ou deux dernières questions si vous en avez une. Il y avait Nathalie qui nous écrivait un message. Ah, Avec c'est marrant, c'est encore dans le vin, au milieu du vin avec une très belle palette de la France. J'aimerais toucher de nouveaux clients avec un prix plus élevé, comment faire? Il faut qu'on échange. Comme ça, en un mot, c'est compliqué. Il faut voir déjà effectivement votre base de clients en France, et pour les nouveaux clients, il faut analyser, déjà qui est votre cible, B2B, B2C, certainement les 2, et voir où est-ce qu'ils se trouvent sur internet, voir quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent être, touchés. Peut-être qu'il y a des opportunités en référencement naturel, peut-être pas, ou peut-être, mais limitées, donc il faut aller chercher d'autres leviers, peut-être la publicité, peut-être les réseaux sociaux, enfin voilà, en fait, ça dépend de plein de choses. Le B2B, la prospection, ça peut être intéressante. Voilà, donc ça dépend vraiment de pas mal de choses. Mais je serais ravi de pouvoir échanger avec vous pour en savoir plus et voir ce que vous voulez faire, en termes d'objectifs. Mmh. Heu, Là, c'est du B2C de ce que je vois, pour Nathalie. Moi, ce que j'aime bien dire aussi là, dans le vin, par expérience, c'est qu'en général, il faut faire coïncider, du marketing physique, du salon, des journées portes ouvertes dans votre domaine, si vous avez un domaine, par exemple, avec du marketing digital. Ça marche super bien, parce que vous allez pouvoir, d'une, faire des rebonds sur, les événements avec de la communication, inviter les personnes qui sont sur votre base de données à venir vous rencontrer, goûter votre vin. On va pas se mentir, c'est important de goûter aussi pour être convaincu et pour acheter. Donc, souvent dans le vin, les 2 vont de pair et la stratégie doit être plus globale. Je ne sais pas si vous faites des salons, de vignerons ou autres, mais ça marche bien de travailler les 2 en parallèle. on peut mettre du digital dans les événements physiques. Heu, des choses à mettre en place pour capturer les emails et les faire, convertir en clients, et cetera, de manière semi-automatisée. Bah, Avec plaisir. je pense qu'on est bon, il n'y a plus trop de questions a priori. Nicolas, on a peut-être une dernière. Allez, on prend la dernière de Nicolas. Ah, et bah, super. En tout cas, n'hésitez pas, on est bien disponible, avec Marc et on se fera un plaisir d'échanger avec vous, sur vos cas, particuliers. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.